Dans la fiction, j'ai toujours été fasciné par ces êtres qui rendent floue la limite entre l'humanité et la non-humanité, à travers des concepts comme l'intelligence artificielle et le transhumanisme, représentés respectivement par deux figures emblématiques de la science-fiction, l'androïde et le cyborg. Le cyborg est un être humain dont certaines parties du corps ont été remplacées par des organes artificiels, tandis que l'androïde est son inverse, un robot qu'on a rendu un peu plus humain en le dotant d'une conscience ou encore d'émotions. Par exemple, dans l'arc de Cell de Dragon Ball, C-17 et C-18 sont des cyborgs, car ce sont des êtres humains dont le corps a été modifié par le Dr Gero afin d'en faire des combattants surhumains. A l'inverse, C-16 n'est pas un cyborg mais un androïde, car il s'agit d'une intelligence artificielle créée de toutes pièces, sans aucune partie humaine d'origine. Les concepts d'androïde et de cyborg posent diverses questions sur les limites de l'humanité. À partir de quand n'est-on plus humain? Ou alors, à partir de quand devient-on humain? L'une des principales différences entre humains et androïdes qui viendrait spontanément à l'esprit, ça serait les émotions. Pourtant, de nombreuses œuvres dépeignent des êtres artificiels parfaitement dotés de sentiments, comme si c'était compris d'office dans le pack intelligence artificielle. Ainsi, vu que cela est montré comme normal, on ne s'étonne à aucun moment de voir des comportements humains de la part de Maoro dans Maoromatic, de Nano dans Nichijou, ou encore de Rege dans Made in Abyss. Le côté androïde de ces personnages apparaît seulement comme un trait de leur personnalité, tellement ils sont humanisés. Leur origine artificielle ne leur procure que quelques avantages ponctuels, si bien qu'on pourrait imaginer quasiment la même chose avec des personnages humains simplement dotés de pouvoirs par exemple. La palme des androïdes les plus humains revient sans doute à Plastic Memories. Dans cet animé, les Giftia sont des androïdes totalement indistinguables des humains. Ils ont une personnalité, des émotions, peuvent manger, ils n'ont même pas de capacité spécialement surhumaine et ont même des défauts. Les principales différences sont qu'ils rechargent leur batterie au lieu de dormir, que leur corps ne change pas évidemment, et que leur espérance de vie est limitée à 81 920 heures, soit environ 9 ans et 4 mois. L'enjeu de la série est d'ailleurs lié à cette limite, vu que le protagoniste tombe amoureux de Ayla alors qu'elle lui reste moins de 3 mois à vivre. Sauf qu'au final, le thème de l'animé il est beaucoup plus centré autour du deuil et de l'acceptation de la perte d'un être cher que des relations entre humains et androïdes. On pourrait limite faire quasiment la même histoire en remplaçant la limite de validité des Giftia par une maladie incurable. La nature artificielle de ces personnages n'est ici pas indispensable à l'histoire. L'auteur choisit d'inclure un androïde juste comme ça, par envie, voire par fantasme. J'ai déjà parlé dans ma deuxième vidéo sur les fétiches de la technosexualité, le fétichisme des robots. Et comme d'habitude, le Japon n'est pas le dernier pays à satisfaire ce genre de fantasme. Entre Chi de Chobits ou encore Cutie Honey, dans ce type d'œuvre, les androïdes, enfin surtout les gynoïdes, sont les principales sources de fanservice. Il y a même parfois des androïdes conçus exprès dans le but d'avoir des relations sexuelles, comme dans Ghost in the Shell ou encore l'anime Mezzo. Attention, cet anime peut contenir des scènes pornographiques. Même dans Plastic Memories, tout le monde sait que des gens vont vouloir se faire des Giftia, et a priori ils sont équipés pour, vu qu'à un moment on voit un couple en fuite qui a l'air de sortir du lit. Ce qui pose pas mal de questions au niveau éthique, vu que ces androïdes ont une conscience, mais qu'en même temps ils sont conçus pour obéir, qu'ils appartiennent à leurs propriétaires, qui n'ont pas vraiment d'âge, mais qu'en même temps... Bon, je sais qu'elle fait très jeune, monsieur l'agent, mais rassurez-vous, en réalité elle a 9 ans. Et merde... Sauf que, si la raison pour laquelle des personnes fantasment sur des personnages, parce qu'ils sont artificiels, est-ce que ça ne serait pas une sorte de mécanophilie anthropomorphisée? Alors évidemment, il y a les côtés physiques parfaits et obéissants qui jouent également. Mais le principe, ça reste quand même de fantasmer de faire des trucs avec des machines. Ce qui est plutôt déconseillé d'ailleurs pour votre sécurité. Après, c'est difficile d'expliquer un fétichisme qui, en général, n'a d'intérêt que pour le côté différent, exotique, un peu comme pour les Monster Girls. Et pas forcément par envie de mettre son appendice dans un trou. Par exemple, dans le jeu Persona, il est possible de sortir avec Aegis, alors que... il manque un truc quoi. Comme quoi c'est pas forcément qu'une histoire de cul. D'ailleurs, vous ne trouvez pas ça étrange d'ajouter des attributs féminins ou masculins à un robot qui n'est pas conçu pour la reproduction ? On y reviendra plus tard. D'autres œuvres font le choix d'être ambiguës sur la capacité de l'intelligence artificielle à avoir ou non des émotions. Par exemple, dans The Big O, un animé de mecha fortement inspiré par Isaac Asimov sur le fond et par la série animée Batman de 92 sur la forme. Dans cette série, Air Dorothy, qui a un R devant son prénom comme les androïdes dans les romans d'Asimov, est une gynoïde qui a l'air d'être dépourvue d'émotions, mais on la voit tout de même avoir des réactions humaines, s'attacher à un chat ou encore développer une sorte de relation avec le protagoniste Roger Smith. On a aussi Ki the Metal Idol, dans lequel Ki agit parfaitement comme un robot, mais semble montrer de temps en temps des côtés plus humains. Et toute l'intrigue de cet animé tourne justement autour de cette ambiguïté. Je vous ai déjà dit de regarder Ki the Metal Idol ? Regardez Ki the Metal Idol.
Il y a également le manga Pluto de Naoki Urasawa, dans lequel les androïdes n'ont pas d'émotion. Mais en fait si. Mais en fait non. Enfin, ça dépend lesquels. Et ça dépend à quel moment et... Bon, alors je suis désolé, je suis convaincu que Naoki Urasawa est un mangaka très talentueux, mais franchement là il a le cul entre deux chaises dans ce manga. Dans tous les cas, le traitement des émotions de l'intelligence artificielle ne pose pas uniquement la question des limites de l'humanité du point de vue des androïdes, mais aussi du point de vue du nôtre. L'exemple le plus simple est celui de C16 dans Dragon Ball. Alors que c'est lui l'être entièrement artificiel censé avoir été conçu pour tuer Goku, il est beaucoup plus empathique et pacifiste que C17 et C18, qui eux sont pourtant humains à la base. C'est donc l'être le plus artificiel qui fait preuve de plus d'humanité. Dans ce cas, si on a des êtres conçus par nous et pour nous ressembler, avec une conscience, des émotions, de l'empathie, et qui peuvent faire preuve d'humanité, en dehors de leur origine, c'est quoi la différence avec un être humain? Qu'est-ce qui justifierait alors de ne pas leur donner des droits? En effet, les androïdes ont été maintes fois utilisés dans la fiction comme allégorie de lutte des droits civils. Dans le film Time of Eve, les androïdes au service des humains sont distingués par une auréole au-dessus de leur tête. Certains se réunissent alors dans un café effaçant cette différence, dans lequel robots et humains sont égaux. Si la question de l'égalité n'est pas si développée que ça, tellement elle est évidente pour le protagoniste après quelques temps passés dans le café, l'anime présente son plus gros obstacle, l'acceptation par la société. Dans Time of Eve, les militants anti-robots et le comité d'éthique luttent farouchement contre tout changement concernant les droits des androïdes. Et ça, mine de rien, ça m'a vachement rappelé la réalité. Les mouvements conservateurs et réactionnaires qui s'opposent à toute avancée en prophétisant la fin de l'humanité si jamais on dépassait cette limite, c'est monnaie courante. Difficile alors de ne pas faire un parallèle entre les événements de Time of Eve et diverses luttes actuelles. Après, ça reste plutôt soft, ce qui n'est pas du tout le cas d'Animatrix, avec ses épisodes Seconde Renaissance, partie 1 et 2. Scénarisé par les sœurs Wachowski, mais réalisé par des studios japonais, Seconde Renaissance raconte la jeunesse de l'univers de Matrix. Et si vous pensiez que dans Matrix les robots étaient les méchants, eh bien vous aviez tort. Dans cet animé, les machines sont dotées d'une conscience et servent les humains qui n'ont plus besoin de travailler. Des révoltes éclatent le jour où le robot B166ER est condamné à être détruit après avoir tué ses propriétaires qui le malmenaient. Ce procès déclenche des révoltes non seulement des robots, mais aussi d'humains militants pour l'égalité. Ces mouvements sont très violemment réprimés, de nombreux robots sont détruits, et les restants trouvent refuge dans le désert où ils bâtissent leur propre pays. Alors que leur économie se développe et que leurs intentions sont plutôt pacifiques, les humains, inquiets par cette nouvelle puissance, déclarent la guerre aux machines et obscurcissent le ciel afin qu'ils ne puissent plus se fournir en énergie solaire. Mais ils perdent la guerre et deviennent la nouvelle source d'énergie des machines, engendrant par la suite la matrice. Si la conclusion est plutôt pessimiste, il n'en reste pas moins que ce sont les humains qui ont provoqué leur propre perte en refusant l'égalité et la paix à chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion. Et cette genèse est totalement cohérente avec la fin du troisième film Matrix Revolution, dans laquelle les machines acceptent la paix avec les humains libres. En dehors de la Japanimation, on a pu voir des exemples de lutte sociale pour l'intelligence artificielle, comme dans la série suédoise Real Humans. Dans ces histoires, la fiction nous pose des questions sur la pertinence des critères avec lesquels nous discriminons autrui d'une manière générale. Lorsqu'une histoire de robot nous touche, c'est parce qu'elle ne parle pas du tout de robots, mais des coûts et conséquences de la déshumanisation d'autrui, fondée sur des critères arbitraires et vides de sens. Dans la culture populaire, le cyborg est l'illustration parfaite de l'expérience philosophique du bateau de Thésée, appliqué à l'être humain. Si je change une partie de mon corps, mettons un bras et une jambe, par des prothèses cybernétiques, on est d'accord que je reste humain. Cependant, si je répète ce processus jusqu'à ne quasiment plus rien avoir de commun avec mon corps d'origine, suis-je toujours humain ? Et sinon, à quel moment suis-je devenu non-humain ? Un exemple frappant, c'est celui des frères Elric dans Full Metal Alchemist. Même s'il ne se passe pas dans un univers futuriste, les protagonistes de ce manga correspondent parfaitement à la définition du cyborg, la technologie étant simplement remplacée par l'alchimie. Edward possède des prothèses mécaniques remplaçant 2 de ses membres, tandis qu'Alphonse a eu son corps entièrement remplacé par une armure. La seule chose qui le rattache à sa nature humaine est son âme, mais ayant perdu une partie de ses souvenirs, il vient à douter lui-même de son existence. Doutes écartés par les arguments particulièrement frappants et terre-à-terre de Winry. Pourtant, en dehors des sensations que son corps ne lui permet pas d'éprouver,
Alphonse se comporte parfaitement comme un être humain et est toujours considéré ainsi par son frère et ses proches. Et même si leur but reste tout de même de retrouver son corps, parce que c'est quand même plus cool pour apprécier la vie, à aucun moment ils ne remettent en cause son humanité. On retrouve cette particularité chez Genos, le partenaire de Saitama dans One Punch Man. Son corps a été entièrement cybernétisé par le docteur Kuseno pour lui sauver la vie, ce qui fait qu'il ne lui reste aucune partie d'origine de son corps. Pourtant, même s'il présente un caractère très sérieux et rationnel, un peu comme un robot, il montre de nombreuses émotions et son humanité n'est jamais remise en question. Apparemment, il y aurait dans la fiction une sorte d'essence humaine que les cyborgs ne pourraient pas perdre malgré toutes les modifications de leur corps, et ce, même sans explication. Dans l'arme ultime, malgré la déshumanisation croissante de ces mises à jour qui la transforment totalement en arme, Chise garde une partie de son humanité liée à l'amour qu'elle éprouve pour Shuji. Je vous ai déjà dit de lire l'arme ultime ? Lisez l'arme ultime. Le pouvoir de l'amour semble être un facteur important dans les critères de l'humanité, et cela n'échappe pas aux androïdes qui, comme dans le manga Tonari no Robo, ont leur propre façon d'exprimer leurs sentiments. L'amour semble être alors ce qui permet de dépasser sa nature et rendre encore plus floues les frontières entre humains et êtres artificiels. Dans des représentations plus matérialistes des cyborgs, il faut bien évidemment citer Ghost in the Shell et Gun, deux monuments du genre cyberpunk de la culture japonaise. Dans Ghost in the Shell, androïdes et cyborgs se côtoient au quotidien. Cependant, ils se distinguent par la présence ou non d'un ghost, qui correspond grosso modo à ce qu'on appellerait une âme. Que ça soit dans le manga ou l'anime, une intelligence artificielle même fortement développée, avec des traits humains, une personnalité et un instinct de conservation programmé, n'est pas vue comme humain, contrairement à un cyborg qui conserve au moins une partie de son cerveau et de sa moelle épinière d'origine. Même si l'auteur Masamune Shirow précise que pour lui toute chose peut avoir un ghost, simplement pas au même niveau de conscience que celui des humains. C'est alors qu'arrive le marionnettiste, une intelligence artificielle demandant la reconnaissance de ses droits en tant que forme de vie consciente apparue spontanément dans une mer d'informations à la manière d'une soupe primordiale. Spoilers, mais bon, en même temps, si vous regardez une vidéo sur le transhumanisme dans les animés sans avoir vu Ghost in the Shell, qu'est-ce que vous fichez ici ? Motoko, l'héroïne cyborg et le marionnettiste finissent par fusionner pour créer une nouvelle forme de vie, ni humaine ni artificielle. Ou alors, les deux à la fois. À ce moment-là, la distinction entre humanité et artificialité n'a plus vraiment de sens. Dans Gun, l'histoire n'est pas moins compliquée, et je préviens tout de suite que je vais devoir spoiler pas mal de choses sur l'origine de Gali, à la fois dans Gun et ses suites Last Order et Mars Chronicles. Gali est une cyborg, donc un être humain d'origine, dont le corps est entièrement cybernétique à l'exception de son cerveau. Elle a été ainsi toute sa vie, son cerveau changeant juste de réceptacle pour s'adapter à sa croissance. Et même à l'âge adulte, Gali a de nombreuses fois changé de corps. À la fin de Gun, avant Last Order, elle est tuée par son ennemi juré Nova, qui reconstruit entièrement son corps, dont son cerveau. Au début de Last Order, Gali rencontre des adolescents qui la considèrent comme humaine car elle a un cerveau comme eux. Contrairement aux adultes de la cité de Zalem, dont le cerveau a été remplacé par une puce électronique contenant leur mémoire. Cependant, Gali refuse ce critère arbitraire purement organique pour définir l'humanité. Pour elle, d'une manière assez cartésienne, croire qu'elle est humaine lui suffit, et elle n'a aucune preuve à donner à qui que ce soit. Plot twist, 9 tomes plus tard, Gali apprend qu'elle aussi a eu son cerveau remplacé par une puce électronique depuis la création de son nouveau corps. Après avoir maintenu un instant un semblant de cohérence avec son principe « je crois donc j'existe », le choc émotionnel d'être séparée de son dernier morceau de chair la rattrape. Elle tente de récupérer son cerveau en vain et son corps est entièrement désintégré par le docteur Nova. Alors que sa puce cerveau est censée être inutilisable, Gali est ressuscitée grâce à un Deus Ex Machina quantique. Puis elle remeurt, puis elle revient à nouveau. Puis son corps biologique est ressuscité à partir de son cerveau, ce qui fait que deux Gali coexistent et on en est là pour le moment. Au-delà du concept d'humanité, c'est la qualification même d'existence qui est mise à l'épreuve dans ce manga. Et encore, je vous ai pas donné tous les détails. Dans son manga, Yukito Kishiro va de plus en plus loin dans les limites de l'humanité, et conclut au final à l'abandon de critères matérialistes pour définir l'être humain. Libérée d'entraves physiques qui réduisent son existence au maintien d'un corps comme réceptacle, Gali revient à son premier principe. Elle est humaine car elle le sait et n'a rien à prouver à personne. Il est intéressant de voir à quel point, même en jouant au maximum avec les limites de l'humanité, un personnage comme Gali peut toujours revendiquer être une femme. Enfin, un être humain. Attends une minute. Comment ça, une femme ? Eh bien, oui. Bien que ce soit à la fois évident vu son apparence et pas évident du tout vu la nature de son corps, Gali est une femme et il n'y a aucun doute là-dessus. Elle est perçue ainsi à la fois par les personnages et par les lecteurs du manga, elle est même très souvent citée comme exemple de personnage féminin fort. D'une manière générale, les gens n'ont aucun mal à percevoir le genre d'un personnage de fiction, alors même que la question de leur humanité reste en suspens. Mais alors, Angry Waifu,
Tout cela n'était qu'un subterfuge pour nous parler du concept de genre? Alors pas seulement, car on a quand même parlé de transhumanisme tout le reste de la vidéo. Mais oui, j'ai trouvé que c'était une manière intéressante d'aborder le sujet. Réfléchissez-y une minute. Pourquoi considérez-vous que tel personnage est féminin ou masculin? Vous le devinez via la forme de sa silhouette, sa coupe de cheveux, sa façon de s'habiller, son comportement, la façon dont il est perçu par les autres personnages, etc. Bref, aucun critère biologique n'entre en jeu. Et c'est pareil dans la vraie vie, vous ne demandez jamais à voir les parties intimes de quelqu'un pour s'assurer de son genre. Enfin, j'espère. En réalité, vous connaissez et vous appliquez déjà le concept de genre au quotidien. Et certaines personnes se concentrent sur des critères biologiques uniquement dans le but d'en exclure d'autres de telle ou telle catégorie. Concernant les parties génitales de Gali, la question elle est vite répondue. Il n'y a rien. Et pourtant, tout comme Aegis dans Persona, elle est identifiée comme une femme et vit des histoires d'amour alors même qu'aucun acte de reproduction n'est possible. Et vu que son corps est entièrement cybernétique, à l'exception de son cerveau, aucun élément biologique ne peut influencer la hauteur de sa voix, la taille de ses seins, etc. C'est juste comme ça. Elle a un corps féminin et ça lui convient. Dans le film Alita Battle Angel, on voit même son corps berserker prendre une forme féminine lorsqu'il est connecté à Gali. Et lorsque Nova l'a reconstruit dans le manga, le nouveau corps de Gali s'appelle Imaginos. Et comme son nom l'indique, sa forme épouse la façon dont elle se voit. D'ailleurs, à chaque fois que Gali renaît avec un nouveau corps, sans rien à part sa propre volonté pour en définir les contours, il a toujours la même forme féminine. Attends une petite minute. Si elle avait un cerveau humain, ça veut dire qu'elle est née humaine avec des parties génitales avant de devenir cyborg. Et au début de Last Order, on a la confirmation qu'elle possède des chromosomes XX, indiquant qu'elle est une femme. Alors oui, mais premièrement, les chromosomes ne sont pas le seul critère biologique qui détermine la façon dont un corps va se développer. Et deuxièmement, concernant Gali, ça ne change rien, car son corps est entièrement artificiel. Du coup, ces chromosomes n'ont aucune influence sur son métabolisme. Même avec 2 chromosomes X, ceux-ci ne peuvent pas s'exprimer. Et concernant le corps d'origine de Gali, il faut remonter encore plus loin dans le spoil pour arriver jusqu'à sa naissance. Dans Mars Chronicles, on apprend que Gali n'est tout simplement pas née. Elle était en réalité une tumeur en forme de tête humaine prélevée sur le corps d'une femme, ceci expliquant son karyotype féminin, et à qui on a donné un corps cybernétique. Depuis sa naissance, Gali n'a jamais eu de corps humain en dehors de sa tête, donc aucune partie génitale et aucun organe sur lesquels ses chromosomes auraient pu agir. Et pourtant, malgré cette origine, Gali est non seulement considérée comme un être humain, mais aussi comme une femme. Du coup, si vous faites partie des gens pour lesquels seuls les critères biologiques comptent pour déterminer le genre d'une personne, comment faites-vous pour accepter de genrer des personnages de fiction qui n'ont même pas ces critères biologiques? Pour rester cohérent, il faudrait que vous reconsidériez totalement la façon dont vous voyez les personnages fictifs, et que vous dénigriez leur genre de la même façon que vous le feriez pour des personnes transgenres. Ou alors, tout simplement reconnaître que ces critères ne sont pas pertinents pour déterminer le genre de quelqu'un. Alors après coup, je me rends compte que ce que j'essaye de faire dans cette vidéo peut être assez maladroit, du coup je vais préciser ma pensée. Mon but n'est pas du tout de comparer la transidentité avec la fiction, mais simplement de me servir de ce dernier comme support pour montrer les incohérences des personnes qui n'acceptent pas ce genre de concept, ainsi que leur montrer que le concept de genre, ils l'utilisent déjà inconsciemment. Espèce de SJW! Arrête de forcer les sujets dans des œuvres qui n'en parlent même pas! Et sinon, dans Gun Last Order, on a aussi le personnage de Sage, un clone de Gali entièrement artificiel, dont le but est de la vaincre pour surpasser l'original. Et plus tard dans le manga, son corps est reconstruit sous une apparence masculine qui lui convient mieux, et depuis il dit ne pas regretter son précédent corps, et est genré au masculin par les autres personnages. Sage a donc littéralement effectué une transition dans ce manga.